Bonjour à tous. Je m'appelle Grégoire Alix, je serai donc le modérateur de ce débat. Je suis journaliste au Monde, au service Planète, où j'ai le plaisir de traiter de questions d'urbanisation, d'environnement, de climat. Et donc c'est moi qui vais avoir la difficile mission de modérer ce débat sur le thème « Comment changer la ville pour rendre la vie meilleure ?» Vaste sujet. Pour parler de ce sujet avec nous, aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Nous avons Pierre Mongin qui est président directeur général de la RATP depuis 2006, il me semble, après avoir été directeur et chef de cabinet de deux premiers ministres, Édouard Balladur et Dominique de Villepin. Et donc, c'est grâce à lui, sans doute, que la plupart d'entre vous sont venus ici aujourd'hui, par le métro. Et puis, nous avons également Jean-Paul Viguier. Jean-Paul Viguier est architecte. Son agence est basée à Paris. Vous avez sans doute eu l'occasion de voir certaines de ses réalisations, le siège de France Télévisions, l'ensemble de bureaux de Cœur Défense à la Défense, ou le parc André Citroën à Paris. Vous avez également travaillé aux États-Unis, vous continuez d'ailleurs, et dans d'autres pays d'Europe. Alors changer la ville, c'est devenu un enjeu majeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, difficile d'intervenir sur quelque aspect que ce soit de la vie sans changer la ville, pour une raison simple. Ça fait quelques années, depuis 2008 officiellement, la moitié de l'espèce humaine habite en ville. Donc à partir de maintenant, on peut dire, et chaque année ça augmente, la majorité de l'humanité a pour cadre de vie, a pour parfois seul décor, le cadre urbain, un cadre totalement artificiel, construit par l'homme, pour l'homme, avec des résultats et des qualités assez variables. Ça pose des enjeux considérables, ça pose des enjeux de toute nature, et que ce soit dans les pays riches, que ce soit dans les pays pauvres. La ville, c'est une formidable concentration d'opportunités, c'est pour ça que les gens y vont en général, des opportunités économiques, des opportunités sociales, des opportunités matrimoniales, des opportunités éducatives. Seulement, cette concentration urbaine, c'est aussi une énorme concentration de risques. Ça veut dire qu'on concentre tous les risques au même endroit. On l'a vu à Port-au-Prince lors du séisme, on l'a vu plus récemment au Japon. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, cette énorme densité de villes sur les côtes, notamment dans les pays soumis au changement climatique. Dans les pays en développement, ce processus continue, ça a des enjeux particuliers. On sait que les villes des pays pauvres vont devoir accueillir encore 3 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050, alors qu'il y a déjà 1 milliard d'habitants dans les bidonvilles, dans ces pays-là. Chaque mois qui passe, il y a 500 000 habitants de plus dans les bidonvilles du Sud. Comment on fait pour gérer ça? Énorme défi. Énorme défi d'aide publique au développement pour les pays du Nord et pour les professionnels qui vont intervenir dans ces pays. Et puis dans les villes du Nord, qui sont déjà urbanisées, qui ont achevé leur transition urbaine, les défis sont finalement pas moins grands, parce qu'il s'agit ici de réussir à réinventer un modèle urbain qui soit plus sobre en énergie, qui soit plus compact, qui soit plus agréable aussi pour ceux qui le pratiquent et qui le vivent tous les jours, et pour qui ça peut finalement devenir également un enfer quotidien en termes de transport ou en termes de qualité d'habitat. On l'a vu, les écoquartiers, ça revient complètement à la mode, tout le monde se lance. On l'a vu, les transports en commun, ça redevient quelque chose, y compris dans des pays qui les pratiquaient très peu, comme les États-Unis, ça redevient un thème majeur des débats. Donc, il y a une matière à réinventer la ville pour changer la vie de l'homo urbanus au XXIe siècle. Donc j'espère que nos intervenants vont nous éclairer sur leur façon de percevoir ces mouvements, de percevoir ces mutations, et puis quels leviers ils ont finalement, quelles pratiques ils perçoivent pour réussir à effectuer ces changements et opérer ces mutations. Peut-être si je commence par vous, Pierre Mongin, vous êtes donc opérateur de transport en commun, métro, bus, voilà, vous êtes un opérateur de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, et notamment à travers les débats du Grand Paris, où les questions de transport et des rocades, du métro du Grand Paris, etc., les questions de transport ont été majeures dans ces débats d'urbanisme, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, plus que jamais, devenir non pas seulement un opérateur de transport, mais un vrai acteur de la fabrique urbaine, de la fabrique de la ville, plus qu'auparavant? Il faut que j'appuie là? Oui. Merci de me donner la parole avec cette question qui est finalement l'occasion pour moi de mettre en valeur l'entreprise que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis 5 ans.
on a en effet avec la RATP un cas qui est tout à fait singulier dans le monde. C'est l'entreprise de transport dans le monde qui, en capacité de transport, est numéro 1 dans le monde dans la gestion par une seule entreprise de réseaux multimodes, comme on dit dans le transport, c'est-à-dire, je rappelle ce que nous faisons, du transport en métro, plus de 5 millions de personnes chaque jour, du transport en bus, plus de 3 millions, entre 3 millions et 3 millions et demi de voyageurs chaque jour. Le réseau de bus est considérable en Île-de-France, du tram aussi, et du RER, les lignes A et B, qui sont les seules dont on est responsable, et non pas ce que souvent on croit, c'est-à-dire tous les RER, nous ne gérons que la ligne B au sud et la ligne A pour l'essentiel. Voilà. Eh bien, nous transportons chaque jour 10 millions de personnes et plus de 3 milliards par an. Et ça fait de nous une entreprise très singulière dans cette volumétrie des capacités de mobilité dans une ville. Tout ça, ça tient à une histoire, à une longue histoire qui a commencé avec l'histoire du métro en 1900, où nous avons donc, il y a plus de 100 ans, il y a 110 ans, ouvert les premières lignes de métro à Paris. Mais c'est une histoire qui a changé complètement après la guerre, en 1948, quand il a été créé cette entreprise, qui s'appelle RATP, qui n'est pas une régie. Ça, c'est le piège pour les étudiants de droit, mais qui est une entreprise totalement autonome, qui est comme un établissement public, donc ce n'est pas du tout une régie, mais qui s'appelle régie. Bon, d'ailleurs, tout le monde est attaché à ce mot dans l'entreprise, mais ce n'est pas une régie. C'est-à-dire que c'est une entreprise, merci, c'est une entreprise qui, en réalité, est une entreprise totalement publique, qui appartient à l'État, qui emploie maintenant au niveau de son groupe, parce qu'elle est aussi hors de l'Île-de-France, 55 000 personnes, mais en Île-de-France, 45 000. C'est une singularité française dont on est fier et qui, je pense, pour répondre à votre question et venir à votre question, Monsieur Alix, permet de proposer autre chose qu'un service quotidien de transport en exécution, je dirais, de ce qu'on nous demande. C'est certes notre mission prioritaire et principale, de le faire en toute sécurité et avec le maximum de continuité, bien sûr, et de disponibilité, mais nous avons aussi une force de proposition dans cette entreprise qui comprend, c'est une chance là aussi très particulière dans le monde, 1500 ingénieurs dans son corps social, de pouvoir travailler sur l'innovation, les évolutions des systèmes de transport et naturellement des propositions pour des services plus importants et plus développés sur la région Île-de-France. Voilà. Donc nous ne sommes pas, et nous le revendiquons, simplement l'exécution des instructions qu'on reçoit des politiques qui ont le rôle légitime, et notamment le syndicat des transports d'Île-de-France, le rôle légitime de fixer le niveau de service pour le transport, car il est financé assez largement par le contribuable. C'est effectivement aux politiques et aux élus de le décider, mais dans la mise en œuvre, ainsi que dans la capacité de faire évoluer et de faire vivre ce réseau, la RATP revendique d'être une force de proposition, et je crois qu'on l'a été assez fortement ces derniers mois et ces dernières années. Merci pour cette présentation dynamique de l'entreprise de la RATP. On va revenir un petit peu tout à l'heure à ce que vous faites concrètement, y compris en termes d'aménagement d'une certaine manière et de fabrique de la ville. Je me tourne vers Jean-Paul Viguier. Jean-Paul Viguier, vous avez eu l'occasion de construire des bureaux, de construire des logements, de construire des équipements culturels, un très beau parc à Paris que chacun connaît, le parc André Citroën, et y compris de faire de la planification, de l'aménagement urbain, du plan masse, etc. Est-ce que dans toutes vos années de pratique, vous avez senti une évolution dans la commande? Dans votre rapport, finalement, vous avez affaire à des aménageurs publics, maires, sociétés d'aménagement, à des promoteurs immobiliers, etc. Donc vous êtes à la croisée, en tant qu'architecte urbaniste, vous êtes à la croisée de tous les acteurs. Est-ce que vous sentez une évolution dans la manière d'envisager le fait urbain, la fabrique de la ville, par rapport à ce qui pouvait être la manière courante de faire dans les années 70, par exemple? Oui, tout à fait. Actuellement, cela a été rappelé par vous d'abord, puis ensuite par Pierre Mongin. J'avais quelques notes dans mon carnet. J'avais mis Londres croît de 6 personnes par heure, New York croît de 12 personnes, Lagos croît de 58 personnes par heure, etc. C'est-à-dire que le Dakar, 50 personnes par heure, etc. C'est-à-dire que quand on regarde le phénomène urbain, l'urbanisation de la planète,
Et ça, c'est une première partie à la réponse à la question que vous posez, c'est-à-dire on ne peut pas être impressionné par l'accroissement urbain. C'est-à-dire qu'on assiste à d'abord un accroissement de la population mondiale, mais cette population, au lieu de se répartir sur le territoire, elle s'assemble, elle se rassemble dans des sites urbains d'une manière violente, puisque les chiffres que je vous donne sont violents, c'est-à-dire que ce sont pas des accroissements continus, ce sont des accroissements soudains qu'il faut gérer, et qui plus est, pour aggraver pour compliquer plus exactement le phénomène, ces sites urbains en général sont des sites du littoral, c'est-à-dire que quand on regarde une carte de la planète, on s'aperçoit que ce sont surtout les côtes qui reçoivent cet accroissement. C'est vrai pour l'ensemble des pays, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'ensemble du continent asiatique, c'était vrai pour le Japon, malheureusement, on a vu ce qui est arrivé quand on concentre les populations au bord de la mer, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Afrique, et c'est vrai aussi pour la France. C'est-à-dire que probablement aujourd'hui, l'accroissement autour de l'Atlantique et de la Méditerranée devient préoccupant, quoi. Voilà. Donc on a ça sous les yeux, c'est-à-dire qu'on a un accroissement planétaire de la population et en particulier une concentration de ces populations sur les côtes. Alors, et donc tous les pays du monde sont soumis évidemment à la même question et chacun y répond évidemment avec ses spécificités culturelles. Ça vient d'être rappelé par Pierre Mongin puisqu'il a appelé ça les spécificités françaises en disant que la RATP en était une, et quelle spécificité si j'ose dire, puisque c'est unique au monde en effet. Donc la question pour les architectes urbanistes qui sont effectivement à la fois des observateurs de ce phénomène, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes à la croisée des forces qui composent le phénomène urbain, des forces politiques, des forces économiques, des forces stratégiques, des forces techniques, des forces artistiques aussi, puisqu'une ville c'est aussi un ensemble de forces culturelles et artistiques. Donc nous sommes un peu à la croisée de tous ces paramètres qui constituent le paysage urbain. Et nous en sommes aussi les acteurs, puisque nous intervenons auprès des grands décideurs pour leur proposer et ensuite pour mettre en œuvre des plans de ville. Alors, j'avais envie de vous dire peut-être deux choses. Alors, pour revenir à la question française, plus particulièrement de l'urbanisme, vous m'avez demandé si j'observais un phénomène nouveau, une rupture par rapport à la pratique de l'urbanisme des années. Vous avez prononcé le mot des années 70. En effet, oui. En effet, oui. Et je dirais tant mieux, parce que nous avons ici, dans ce pays, construit l'urbanisme français dans l'après-guerre sur un mouvement néo-corbuséen dont nous avons un mal fou à nous dépêtrer. Vous savez, c'est comme Richard Strauss qui disait qu'il avait mis toute sa vie à se débarrasser de Wagner. Nous mettons toute notre vie à nous débarrasser de Le Corbusier, et encore, nous y réussissons pas tout le temps, et moi en particulier d'ailleurs. Donc la théorie corbusienne de l'aménagement urbain était une théorie de la séparation très doctrinaire, très autoritaire, dans laquelle on travaillait d'un côté, on se recréait, comme il disait, de l'autre, on habitait d'un troisième, donc on avait fractionné dans la période d'après-guerre et jusqu'aux années 70 que vous avez cité, en réalité, le territoire urbain, le territoire que les hommes investissent pour vivre, nous l'avions fractionné en fonctions. Nous avions une vision très fonctionnaliste de ce territoire et nous allions de l'un à l'autre selon ce que nous faisions. Bon. Et la grande rupture, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que la grande rupture, c'est que nous n'avons plus des territoires séparés. Aujourd'hui, nous avons des territoires mélangés. C'est-à-dire que la grande mutation, la grande révolution intellectuelle de ceux qui se penchent sur ces problèmes, c'est de passer de la séparation à la mixité. C'est-à-dire que nous avons à gérer aujourd'hui une forme de complexité urbaine qui naît de la superposition, du mélange, de la cohabitation, des choses qui sont non plus les unes à part des autres, mais les unes dans les autres. Ouais, c'est bon, ça c'est lui. Peut-être un petit complément avant de passer la parole à notre panel et de le présenter. Vous parliez de mixité, de complémentarité, d'arrêter de séparer les choses. Une des manières de séparer les fonctions, de séparer la fabrique de la ville, c'était que pendant très longtemps, il y avait d'un côté, on avait le bâti, les stocks de bâtiments, bureaux, logements, etc., qui en plus n'étaient pas au même endroit. Et puis on avait une autre problématique qui était les transports, qui étaient traités séparément, pas toujours en même temps, et par des gens qui ne se parlaient pas toujours. Une des nouveautés aujourd'hui, c'est qu'on essaye, et notamment c'est un des enjeux du Grand Paris, de concevoir en même temps et par des gens qui communiquent où est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on transporte, et donc que les schémas de transport et la planification urbaine aillent de conserve. Vous ressentez l'un et l'autre cette modification, cette volonté d'association en amont au projet d'aménagement, Pierre Mongin ?
Oui, je crois que ça, c'est vraiment l'enjeu de la ville du XXIe siècle. En réalité, on a finalement très peu de villes dans le monde qui fassent l'objet d'une vraie planification urbaine. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Paul Viguier, mais j'ai le sentiment que les villes sont plus le fruit d'une histoire qui peut être une histoire qui s'accélère avec ces mouvements démographiques gigantesques qu'on voit dans les pays émergents actuellement pour aller vers les côtes, dans ces mégapoles informes. Donc c'est une histoire qui peut prendre 1000 ans ou ça peut être une histoire qui peut en prendre 30. Mais on est très souvent en absence totale de planification urbaine. Si on prend le cas d'une ville où nous exerçons la fonction de transporteur public avec des bus, qui est Casablanca, que je connais bien, vous avez une agglomération de 5 millions de personnes, avec un plan d'urbanisme et une planification qui date de la colonie française, qui représente un microcentre, qui est d'ailleurs très élégant et très joli, très années 30, et tout le reste est informe et pas traité. Le sujet majeur, on est arrivé à Casa, à la demande des autorités de la ville, pour reprendre une régie municipale de transport qui était complètement effondrée. Il y avait 2500 salariés et 18 bus en état de marche. Quand la RATP est arrivée, il y a 6 ans, à Casa. Voilà la situation. Le défaut de planification, la situation de congestion de ces villes, le niveau de pollution atteint dans ces grandes mégapoles émergentes est absolument insupportable. Et d'ailleurs, la qualité de l'air à Paris, dont on peut se plaindre les uns et les autres, parce qu'elle n'est pas encore parfaite, apparaît extraordinaire à l'égard, en comparaison avec des villes comme ça. Bon. Le mal que peut produire l'absence de planification est vraiment quelque chose de très problématique. Après, il faut des années et des années pour essayer de rattraper et de corriger ces situations. Alors à Casa, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire un grand tramway. C'est la solution qu'on a préconisée aux autorités et on est en train de le construire nous-mêmes, la RATP, pour le compte des autorités locales, parce qu'on a dit, on peut faire un métro, bien sûr, ce serait mieux en termes de volumétrie, mais ça va prendre trop de temps. L'urgence, c'est déjà de rayonner autour des zones d'habitat et par rapport aux universités, qui sont extrêmement importantes dans ce pays aussi. Et donc, on a dit, on va faire un tram. Et finalement, c'est la solution la plus rapide qui a été adoptée. Donc vous voyez que pour corriger des situations de non-planification, c'est très compliqué, c'est souvent beaucoup plus coûteux que quand on a conçu au départ les choses. Alors l'exemple tout à fait inverse qu'on a, c'est ce qui se passe au Qatar. Au Qatar, où la RATP en ingénierie avec ses filiales Sistra est également présente, là on est en train de réaliser dans une zone, pour l'instant qui est du désert, des souterrains pour installer un métro léger dont le choix d'ailleurs n'est pas encore totalement terminé parce qu'ils prennent du temps et ils réfléchissent à leur solution. Donc là c'est tout l'inverse. Vous avez une zone pour l'instant totalement désertique et vous avez déjà le chantier de construction d'un métro dans cet espace absolument incroyable et improbable. Bon. Donc on a une anticipation formidable de ce qui va se passer car on est absolument certain que la ville va se développer aussi au Qatar. Et donc, ils ont raison de faire ça. Et ils en ont les moyens, ils ont les hommes pour réfléchir, et donc, ils n'ont pas à corriger les erreurs du passé, puisqu'ils partent de rien, ils écrivent une page blanche. Et donc, je crois qu'au fond, entre ces deux exemples qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, on a des situations de grandes villes comme Londres, Paris, Berlin, qui sont des villes qui sont inscrites dans une histoire, qui ont eu un projet d'urbanisme. À Paris, il y a un projet d'urbanisme fantastique avec Haussmann, fantastique, qui marque totalement la région Île-de-France, même si c'est essentiellement sur le centre de Paris, mais ça marque toute la région. Et ce projet, au fond, aujourd'hui, ne correspond plus fondamentalement à la vie dans cette région. Tout l'urbanisme haussmannien repose sur l'émergence du chemin de fer et la réalisation, en réalité, de pôles, comme à Tokyo d'ailleurs, c'est un peu le même schéma, qui sont les gares, qui en fait marquent le territoire, le marquent fortement, créant des noyaux ou des nœuds de circulation des hommes, et à partir de là, créent un bâti. Montparnasse, Gare du Nord, Gare de Lyon, etc. Bon. Qui étaient des terminus de lignes, d'ailleurs, de chemin de fer, qui à l'époque n'étaient pas connectés entre elles, vous le savez bien, c'est tout le problème de notre réseau ferroviaire en Île-de-France, puisque c'était des compagnies privées
et qu'elles se terminaient sur, en général, leur siège social, bâti somptueusement au-dessus. La gare d'Orsay était un bon exemple, c'était longtemps le siège social d'une compagnie de chemin de fer, bâti au-dessus de la gare. Voilà. Donc vous avez les gares, donc vous avez bâti ensuite un réseau, bien après Haussmann, au XXe siècle, un réseau de métro, qui est un réseau de métro en étoile, qui fonctionne uniquement en étoile, parce qu'il visait à amener les populations laborieuses de la banlieue vers Paris, où il y avait le travail. Ce schéma, qui est le schéma du XXe siècle, est terminé depuis les années 80. Quand la Société Générale décide de partir du boulevard Haussmann pour aller à la Défense, avec, je ne sais pas combien, 7 000, 9 000, 10 000 emplois, j'en sais rien, plus peut-être, le signal est donné que Paris change de fonction. Et aujourd'hui, ces plans d'urbanisme, pour finir, je suis trop long, pardon, monsieur Alix, mais ces plans d'urbanisme ne correspondent plus, malgré leur beauté, leur bon fonctionnement pendant 100 ans, ne correspondent plus à la vie d'aujourd'hui de l'Île-de-France. Donc il faut en faire de nouveaux, il faut en construire de nouveaux, il faut en concevoir de nouveaux. Je finis juste avec un chiffre qui peut laisser rêveur beaucoup d'entre vous. Les déplacements en Île-de-France, déplacements qui ne sont pas à pied, déplacements motorisés, ça va du 2 roues jusqu'au RER. Les déplacements motorisés se font à 70%, et peut-être même un peu plus parce que l'étude n'est pas toute récente, de banlieue à banlieue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 30% des déplacements quotidiens d'Île-de-France, qui en gros fait 12 millions d'habitants, il n'y a plus que 30% des déplacements quotidiens qui impactent Paris, soit dans un sens rentrant le matin, soit dans un sens sortant. C'est dire qu'en réalité, le sujet numéro 1, avec un très bon réseau central, on a beaucoup de chance quand même à Paris, on pourra y revenir, beaucoup de chance d'avoir ce réseau, avec une station de métro tous les 500 mètres, qui est un cas unique au monde. À Londres, les stations, c'est tous les 2 km. Bon. Donc vous avez un très beau réseau central, mais l'extérieur, ce n'est pas extraordinaire. Et donc tout le sujet, c'est comment est-ce que les transports et la planification urbaine s'adaptent aujourd'hui à une ville, l'Île-de-France, qui n'est plus Paris, qui a fondamentalement changé. Je pense que cette question des transports banlieue à banlieue et de l'invention peut-être de nouvelles formes de transport en commun pour ces zones peu denses, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y aura certainement des questions sur ce sujet. Denses, malgré tout. Enfin, elles sont moins denses que le Paris haussmannien, qui est sans doute la forme la plus dense qu'on puisse faire. Oui, mais exactement. Elles sont bâties, Exactement. mais elles sont peu denses. Monsieur Viguier, de votre côté, vous, quand on vous demande un projet, on ne vous confie pas les transports. Par définition, on vous dit, tiens, on voudrait 50 000 m² de bureaux, plus 25 000 m² de commerce, et puis vous allez nous faire 372 logements pour tel type de famille. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans l'idéal, parce que là c'est si vous avez de la chance, vous remportez ce contrat-là, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant qu'architecte urbaniste, faire son travail de manière responsable, ma question est orientée évidemment, si on ne se pose pas malgré tout la question de se dire, attendez, moi je veux bien vous construire ça, mais ils vont venir comment les gens? Ils vont aller travailler comment? Parce que j'ai l'impression que pendant très longtemps, finalement, les gens de votre profession se sont pas beaucoup posé la question. On leur commandait le truc, ils le faisaient, et puis après, advienne que pourra, quoi. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un des problèmes, parce que précisément les bureaux et les logements n'étaient pas forcément construits dans les mêmes banlieues parisiennes, que la question du transport, elle est problématique. Est-ce que finalement une manière responsable de construire aujourd'hui, y compris pour un architecte, c'est pas de se dire attention, je vous le fais, mais comment vous emmenez les gens? Si, bien sûr. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on ne peut pas poser les bâtiments, surtout quand il s'agit de grands bâtiments, sur le territoire sans se poser la question de la cohérence du geste architectural avec les services urbains, le transport. Il n'y a pas que les transports d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui je travaille sur l'installation du siège d'SFR à Saint-Denis. C'est un bâtiment dans lequel il y aura 10 000 collaborateurs qui vont venir travailler. Tout le groupe se déménage à Saint-Denis. Le bâtiment va être construit au fond d'un territoire qui est récemment urbanisé, qui d'ailleurs a été mitoyen de celui de la RATP, puisque c'est de la SNCF, puisque c'est l'endroit où
où les trains du lundi sont stockés, et on ne peut pas se poser la question, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir comment les personnes qui travaillent là vont venir tous les jours, dans quelles conditions de confort vont-elles venir, lorsqu'elles sortiront de leur travail le soir à 5 h de l'après-midi ou à 6 h, qu'est-ce qu'elles vont trouver dans le quartier, est-ce que le quartier sera déserté, est-ce que les conditions de sécurité seront remplies, lorsque quelqu'un vient travailler un samedi, par exemple, ou un week-end, est-ce qu'il trouve un quartier ouvert. Donc toutes ces questions font partie évidemment, des questions que l'architecte se pose, même s'il n'est pas capable d'y répondre tout seul, évidemment. Et à tel point que, vous voyez, je reprends cet exemple des SFR, puisque je le vis en ce moment, je suis en train de dessiner ce projet, mais j'ai déjà eu de très nombreuses réunions avec les salariés du groupe qui posent ces questions. C'est-à-dire qu'ils demandent, et notamment à l'architecte, ils lui demandent, mais comment vais-je aller à mon bureau tous les jours, où est-ce que je ferai mes courses quand je rentre le soir, etc. Donc ces questions font partie d'un dialogue que l'on a avec l'ensemble des personnes qui vont habiter et qui vont travailler dans ces ensembles. Et vous posiez tout à l'heure les questions des ruptures, ça n'est une rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière de dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui fabriquent un projet est devenue une évidence. Quand on faisait un projet il y a 15 ans ou 20 ans, on dessinait un projet, on le mettait sur un territoire, et puis d'autres se chargeaient d'y faire venir les gens, de les transporter. Les questions étaient moins intégrées, moins traitées d'une manière transversale qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà. Alors, pour continuer un peu avec l'histoire, parce que je voudrais quand même bien poser ce débat en matière de... Parce que pour moi, c'est important de construire une posture d'architecte par rapport à tout ça. Sinon, le débat est tellement vaste et les questions sont tellement difficiles que si on ne se positionne pas par rapport à ça sur le fond, on a du mal à répondre clairement aux questions. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'accroissement des populations. On a donné Monsieur Mongin a parlé des mobilités, il a parlé de tout ça. Donc, tout ça, c'est très important. Moi, je voudrais parler de l'histoire aussi. C'est-à-dire que dans les ruptures, la question que vous avez posée, pendant très longtemps, et notamment les années 70 que vous avez citées, sont des années de rupture. C'est-à-dire qu'on considérait que la ville nouvelle, la ville du futur, la ville dans laquelle nos enfants allaient habiter, était une ville que nous n'avions pas connue antérieurement. C'est-à-dire que c'était une ville à inventer complètement. Et à tel point que nous avons adapté nos procédures, et particulièrement dans ce pays, à cette idée. Nous avons inventé des AC, des acronymes absolument incompréhensibles pour la plupart des gens, qui partaient du principe que nous créions des nouveaux territoires. Ces nouveaux territoires constituaient des îles nouvelles à l'intérieur d'un tissu existant, et ils vivaient avec une forme d'autonomie plus ou moins bien raccordée avec la ville ancienne. Voilà. Alors, on a appelé ça la politique de la tabula rasa, vous vous en souvenez, c'est-à-dire qu'on commençait par détruire un quartier pour en reconstruire un neuf à la place. Bon. Fort heureusement, aujourd'hui, l'idée, et ça, moi, je construis ma posture autour de cette conviction, c'est que l'idée est que la ville est un processus continu dans l'histoire. C'est-à-dire que la ville se reconstruit en permanence sur elle-même, et sa modernité naît de cette reconstruction sur elle-même. Alors qu'on a souvent pensé que, au contraire, la ville qui se reconstruisait sur elle-même était une ville du passé. Bon, ma conviction est que c'est une ville de l'avenir. Mais évidemment, pour qu'elle soit une ville de l'avenir, il faut la regarder autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de reconstruire la ville du futur sur elle-même en reproduisant la ville ancienne. C'est-à-dire que la manière dont on reconstruit la ville du futur est un regard nouveau que l'on jette sur les territoires. Bon. Moi, je dis, et c'est ça ma posture, que cette modernité est contenue dans ce que j'appelle l'accélération. C'est-à-dire que pour être moderne, il faut accélérer le processus de la construction de la ville. Dans la notion de vitesse, c'est intéressant parce que ça a été utilisé par Pierre Mongin aussi dans la question du transport. Mais cette question de la vitesse touche tout aujourd'hui dans le monde moderne. Elle touche non seulement la vitesse de déplacement des personnes dans la ville, mais elle touche aussi la vitesse dans les communications des personnes, les unes par rapport à l'autre. Regardez l'emballement incroyable des technologies de l'information et de la communication dans la planète. Regardez aujourd'hui la distribution incroyable des moyens de communication entre les personnes. Les personnes peuvent être à des kilomètres de distance et pourtant être très proches les unes des autres par simplement l'utilisation des moyens de communication. Regardez l'emballement des technologies que j'utilise, moi, dans l'architecture. Aujourd'hui, la vitesse avec laquelle ces technologies bougent et se déplacent. Et tout ça crée une ville, et c'est à ça que je voulais arriver dans ma posture, créer une ville, j'ai employé tout à l'heure le mot de complexité, c'est-à-dire créer une ville complexe par l'assemblage de ses vitesses, par l'assemblage de ses territoires, par l'assemblage de ses fonctions, et cela crée une ville plus dense. Voilà. Et ce mot de la densité, qui est un mot
que nous avons eu un mal fou à utiliser, parce que c'est un mot que les architectes et les urbanistes utilisent depuis un certain temps, évidemment. C'est le mot qui naît de cette nouvelle situation où les territoires se rétrécissent et les populations augmentent. Donc mathématiquement, si j'ose dire, la densité augmente, puisque c'est un rapport d'une quantité de personnes à un territoire donné. Donc les territoires se raréfiant pour construire et les populations augmentant, on est nécessairement dans un regard d'augmentation des densités. Mais ça ne suffit pas, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre faire la ville, puisque c'est le sujet de cette table ronde, une ville où il fait meilleur vivre, une ville où on est mieux, une ville où on vit mieux. On ne peut pas prétendre que l'on atteint cet objectif uniquement en augmentant la densité des villes. Voilà. Donc la densité est un phénomène résultant, mais ça n'est pas un phénomène suffisant. Et j'y rajoute, moi, et c'est ça ma posture, j'y rajoute l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité, c'est une façon de projeter cette densité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que pour que la ville soit existante, pour qu'elle procure à ceux qui l'habitent un phénomène de jouissance, de plaisir d'y être, il faut qu'elle devienne intense et pas seulement dense. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre panel d'étudiants. Donc, nous avons des étudiants de HEC et des étudiants de l'École des ingénieurs de la ville de Paris qui ont préparé quelques questions pour nos intervenants. Nous allons les entendre un par un, évidemment, et répondre à leurs questions. Éventuellement, on rebondira, on engagera un dialogue. Et puis, bien sûr, on donnera la parole, après ça, on donnera la parole à la salle. Vous aurez tous l'occasion de poser des questions. Simplement, vous avez tous un micro. Normalement, il faudra bien penser à appuyer sur le petit bouton rouge quand je vous donnerai la parole. On va donc commencer par les étudiants. À vous de jouer. Première question. On vous écoute. Dites à qui s'adresse la question, si elle s'adresse à un des deux intervenants précis. Éventuellement, présentez-vous aussi. Donc, bonjour, Héloïse Pérignon, élève à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Ma question s'adresse à Pierre Mongin. Donc, lors d'un récent colloque à la RATP, un des participants rappelait la devise du capitaine Nemo, « Mobilis in mobile », tout bouge dans un monde qui bouge. Ma question est la suivante. Avec l'évolution des modes de vie et l'éclatement des agglomérations urbaines, le métier de transporteur ne doit-il pas lui aussi évoluer ? À côté des 35 heures et des RTT, il faut aussi intégrer la nouvelle dimension métropolitaine des territoires dans la perspective d'un développement durable. C'est la reconnaissance du droit à la mobilité pour tous. Des services nouveaux sont pris en charge par le secteur privé. Des traverses en ville, de nouvelles lignes de bus, du transport à la commande. Comment voyez-vous cette évolution et quels cadres vous paraissent indispensables pour que se développe cette nouvelle dimension du service public grâce à des opérateurs privés sans que le public se trouve lésé ? Question intéressante qui nous ramène justement à ce dont on parlait tout à l'heure, la mobilité et le transport public en zone moins dense. Alors, il y a deux questions. La question du public-privé. On va commencer par là, c'est la fin de votre question. La différenciation dans le mode d'organisation des transports dans le monde aujourd'hui se fait soit avec un système d'entreprise publique, c'est le cas de la RATP à Paris, soit avec un système d'entreprise privée qui a un contrat en réalité avec la puissance publique et qui doit le respecter, ce qu'on appelle la délégation de service public, pour faire simple, qui est une invention française d'ailleurs des municipalités des années 1880. Bon. Ce schéma de contrat impose un cahier des charges, pour parler simplement, avec des conditions requises de l'exploitant privé. Normalement, il doit y avoir une neutralité complète dans la qualité du produit suivant le mode d'exploitation. La différence est beaucoup plus économique en réalité qu'en termes de résultats. C'est-à-dire que vous avez de très bons opérateurs privés. L'Angleterre a ouvert son marché complètement au transport il y a déjà presque 30 ans. Vous avez de très bons opérateurs privés qui sont soumis à des exigences de la puissance publique, qui les contrôlent et qui les sanctionnent si ça ne va pas, qui donnent des résultats qui sont parfois meilleurs, il faut bien le dire, que des entreprises publiques qui seraient mal gérées et qui seraient laxistes. Donc il ne faut pas avoir d'idée a priori sur le fait que le privé serait mauvais et le public bon, et réciproquement, tout ça est absurde. Ce qui compte, c'est le niveau d'exigence requis par l'autorité publique, qu'on appelle l'autorité de transport dans notre métier, et les résultats et le contrôle de ces résultats. Votre question va beaucoup plus loin que ça. Elle
au fond, elle pose la question de l'évolution de nos métiers de transporteurs dans cette ville en mouvement, cette ville conçue différemment, cette ville comprise différemment, comme le disait Jean-Paul Viguier, elle a énormément changé. Et tout au long de ma carrière de haut fonctionnaire, de serviteur de la République, j'ai vu changer cette ville sous mes yeux. Et la philosophie de cette ville changer également profondément. Notre responsabilité, nous qui sommes une grande entreprise de transport, la 5e du monde dans sa catégorie, c'est précisément de bien comprendre ce qui se passe autour de nous, bien comprendre les attentes de la société, essayer de les anticiper chaque fois que c'est possible. Je vous donnerai 3 exemples. Premier exemple, quand je suis arrivé à la RATP en 2006, j'ai dit avec le président de la région, Jean-Paul Huchon, il faut à tout prix prolonger le service du week-end. On a tous des enfants qui sortent le soir. Il n'y a pas que les enfants qui sortent le soir, mais il y a aussi des seniors qui sortent le soir. Mais enfin bon, il y a un certain nombre de risques sur la route, les motos, tout ça, les vélomoteurs, le samedi tard, etc. Il faut qu'on prolonge le service pour que les gens puissent être sûrs, même s'ils rentrent un peu plus tôt, qu'ils auront un métro le samedi matin et le dimanche matin. Bon. Alors on m'a dit, mais attendez, c'est pas possible, les tableaux de service du métro ont été bâtis en 1948, c'est une négociation syndicale compliquée, vous n'arriverez jamais à changer les horaires du métro le week-end. Eh bien on s'est mis à négocier, on a fait du dialogue social, voilà. Et on a obtenu des volontaires pour faire des équipes qui ne travaillent pas simplement 1 heure la nuit, mais qui travaillent le soir. Donc on a renforcé le métro avec Jean-Paul Huchon dès 6 heures du soir. Et si vous prenez le métro à 6 heures du soir, ce qui doit arriver à tout le monde le samedi, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 7 ou 8 ans. Nous avons à peu près 100 000 personnes de plus qui prennent le métro le samedi soir depuis qu'on a changé d'1 heure l'ouverture du métro la nuit. Voilà une espèce de compréhension d'un changement de la société. L'entreprise n'avait pas bougé, il faut bien le dire, depuis 1948 sur ces tableaux horaires pour des raisons sociales très complexes. On l'a fait bouger. Et on a, je crois, répondu à un besoin de la société. Un autre exemple, on a un métro qui nous est légué par les anciens, qu'on essaye de maintenir en bon état. Je parle de l'infrastructure, de toutes ces galeries, ces 200 km de souterrain dans Paris et la banlieue. Bon. Ces tuyaux, ils sont limités dans leur capacité. Le seul moyen de rendre service aujourd'hui à une ville qui a évolué et qui a cru dans des proportions considérables, c'est d'augmenter le nombre de trains à l'heure de pointe. Mon problème, puisque je ne peux pas élargir les tunnels, ce n'est pas possible, on ne va pas refaire d'autres dans Paris, personne n'aurait les moyens. Ça coûterait à peu près 30 milliards si on voulait doubler les capacités du métro. Bon, personne ne peut se payer ça. Bon. Et donc, la réalité, c'est que notre responsabilité d'entreprise, c'est d'augmenter le cadencement des trains dans l'heure de pointe, le matin et le soir. Ce que nous essayons de faire, avec plus ou moins de bonheur, et là aussi, c'est une compréhension des besoins qui se font jour et qu'on connaît bien géographiquement. J'en profite d'ailleurs pour dire à Jean-Paul Viguier qu'on a une très très bonne petite filiale qui est à sa disposition pour travailler pour les entreprises qui se déplacent et qui, je serais très heureux de le faire connaître aux équipes pour préparer son projet avec SFR en Seine-Saint-Denis. Nous avons là aussi un programme d'investissement considérable, 5 milliards en 5 ans, pour renforcer les capacités des transports existants. C'est aussi un moyen de répondre. Troisième exemple de la compréhension de la société francilienne qui bouge. Ce qu'on disait sur les banlieues, dense ou pas dense, c'est un débat qu'on peut avoir avec Grégoire Alix, mais la petite couronne, elle est construite entre 1880 et 1950. La petite couronne est en train d'exploser en termes d'emploi. Le déplacement des SFR dont parlait M. Viguier en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est imité par des tas d'entreprises. Bon. Hier, j'étais à Beson, au siège d'Atos, entreprise qui a 9000 salariés, troisième entreprise de services informatiques du monde, qui est installée à Beson, bon, et qui attend mon tramway, qui est en construction. Je suis allé visiter le chantier hier. Bon. On a, si vous voulez, une évolution des flux qui change. Là où les pouvoirs publics ont une responsabilité, et je pense qu'on n'a pas été étrangers, nous, à essayer de les faire un peu bouger, c'est quand on dit « nous, on ne peut plus y arriver ». On ne peut plus y arriver. On ne peut plus y arriver. Sur la ligne A du RER, si j'avais rien fait, on ne peut plus y arriver.
Prenez le RER le matin, quand vous venez de l'Est, c'est vraiment très dur. Bon. Mais la RATP n'est pas responsable du fait que pendant 30 ans, on n'a pas investi. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de prévenir, de dire au pouvoir public, région, État, attention, il faut faire quelque chose. Et les solutions, nous, on les a trouvées en termes de transport. On est des techniciens du transport, on n'est pas des architectes, on n'est pas des concepteurs de la ville, on n'est pas des planificateurs. On ne s'élève pas au-dessus de notre rôle. Nous, on dit, si on étudie les flux, et on a de très bonnes analyses de flux, dans comment ça circule, il faut un système de métro autour de Paris. Et ce système de métro, il ne faut pas le mettre trop loin. Parce que si on le met trop loin, il va être en l'air. Il faut qu'il soit connecté à des métros existants. Et si possible, on va prolonger quelques lignes de métro pour aller jusqu'à cette boucle autour de Paris. Et là, on va distribuer les circulations de manière beaucoup plus harmonieuse. On va éviter les phénomènes d'engorgement. Et on va aussi permettre aux gens d'économiser de la fatigue et du temps dans leurs déplacements. Donc c'est le point de départ du projet du Grand Paris. Et pour une fois, on est parti d'une réflexion, on a une certaine fierté avec les équipes de la RATP de dire que c'est nous qui l'avons lancé, sur le sujet du transport. Voilà. C'est une solution extrêmement structurante, extrêmement lourde, qui va prendre très très longtemps à mettre en œuvre et qui va... Pas tant que ça, monsieur. Soyez pas pessimiste. Prenez un engagement, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas pessimiste, c'est le temps normal d'un chantier avec ses enquêtes publiques, etc. Non, ce que je voulais dire, pour rebondir sur la question, c'est qu'on a parfois l'impression que l'innovation la plus spectaculaire récemment en termes de transport public, c'est le vélo en libre, c'est le vélo en partage, c'est le Vélib et ses déclinaisons dans les différentes villes. Solution souple, etc., qui est venue d'ailleurs d'un opérateur privé en lien avec la puissance publique. Bon. Je pense, pour rebondir sur la question de mademoiselle, au-delà d'une solution très très lourde, d'un métro férique connecté à des prolongements de métro, etc., est-ce que vous, ou y compris chez les architectes et les urbanistes, hein, on peut avoir ces réflexions aussi, on imagine des solutions peut-être plus légères, plus souples, plus modulables, pour, vous savez, c'est la question du dernier kilomètre. J'habite à 2 km d'une station de métro ou de RER, je ne vais pas les faire à pied, je n'ai pas de vélo ou je ne suis pas en état de faire du vélo, etc. Comment je fais, pas forcément pour aller à l'autre bout de l'Île-de-France par un métro férique qu'on va me construire dans un temps rapide, mais pour aller dans la commune d'à côté, alors que le bus, ça va être compliqué, il y en a 2 par jour, je ne vais pas être à la bonne minute, ça. Comment on invente des nouvelles mobilités, des nouveaux moyens pour avoir un transport souple, à la demande, léger, adapté à des zones même pavillonnaires, et y compris pour se débarrasser de la voiture dans ces zones peu denses? Alors, c'est une question qui applique les deux, hein, les deux intervenants de ce matin. Question transport, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, faire connaître notre réseau. Moi, j'ai la chance d'être le patron d'une RATP, contrairement à mes prédécesseurs, qui aujourd'hui sait parler à ces millions de voyageurs à travers Internet. La révolution, pour moi, la plus importante dans la relation client, c'est Internet. Lorsqu'on offre sur Internet un site d'optimisation de votre déplacement, et qui introduit d'ailleurs la consommation carbone générée par votre déplacement, on offre en réalité un moyen à chacun de choisir son type de mobilité, y compris pour les 2 derniers kilomètres. Bon, ça c'est une révolution considérable, qui est en train de changer fondamentalement les comportements. Une autre fierté qu'on a, toujours dans cette idée d'un service public moderne qui évolue, c'est d'avoir généralisé le temps d'attente. Moi, j'ai fait ça, j'ai eu le plaisir de faire ça. C'est un investissement qu'avec nos équipes, nous sommes en train de fiabiliser de plus en plus, le temps d'attente sur chaque arrêt de bus. Combien de gens prennent le bus et me disent qu'ils prennent le bus maintenant de plus parce qu'ils savent le temps d'attente, alors qu'avant, ils renonçaient totalement à prendre le bus. Voilà un progrès énorme des derniers kilomètres, comme vous dites. L'opportunité de refonder en réalité la carte des transports en Île-de-France est énorme avec l'idée du métro. C'est un projet très structurant, pas seulement structurant en urbanisme et en architecture, Jean-Paul Viguier en parlera, mais structurant pour les mouvements et les déplacements. C'est-à-dire que la RATP, elle a 4500 bus qui tournent en permanence à l'heure de pointe. 14 000 machinistes qui conduisent des véhicules. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais tout ça va être recomposé, va être redessiné, va être redéfini. Si en banlieue, là où il n'y a rien d'autre que le bus aujourd'hui, tout d'un coup il se met à arriver le métro. Vous voyez le changement?
Donc il va falloir qu'on repense avec l'autorité organisatrice, avec le STIF, toutes nos lignes de bus. Donc on pourra aller chercher les gens beaucoup plus loin, dans des quartiers qui sont aujourd'hui en relégation ou isolés, grâce aux bus, qui vont les ramener vers cette boucle. Donc il faut repenser toute la carte à cette occasion. Ça aussi, je pense que ce sont des éléments qui montrent que ce service public-là, il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, et il essaye. Hein. C'est pas facile, pas facile. La plus grosse difficulté, je veux juste finir là-dessus, c'est qu'on a tous beaucoup d'ambition pour le transport. Un mot sur le Vélib, pardon. On a tous beaucoup d'ambition sur le transport, mais personne ne veut payer. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a les tarifs en Ile-de-France qui sont parmi les plus bas en Europe. Je gère les tarifs de Gênes. Et on paye plus cher à Gênes pour un service qui est d'une qualité pas comparable qu'à Paris. Il faut que vous le sachiez, on ne paie pas assez nos services publics. Moi, je suis contre la gratuité. Ah, bien sûr, j'adorerais la gratuité pour tout le monde, mais je suis contre la gratuité. C'est la négation du service public. On va augmenter les impôts pour créer le Grand Paris. C'était décidé, ça a été voté, ça commence. Premiers articles dans le Parisien pour dire c'est pas bien. Ah oui, d'accord. Bon. Comment on fait? Comment on fait? Avec des déficits qu'on va laisser à nos enfants? Il faut être sérieux. Il va falloir qu'on paye un peu. Hein. Voilà, c'est juste ça, je le rappelle, parce qu'en général, les politiques, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Bon. Enfin, moi, j'ai une entreprise, j'ai des salariés à faire vivre, des investissements à faire, il faut que je puisse payer tout le monde. Hein. Voilà. Alors, le Vélib, juste, l'été 2007, où le maire de Paris, très judicieusement, a décidé de lancer Vélib à Paris. C'est une réussite formidable. On n'a jamais eu autant de clients sur les bus. Jamais. Donc, il n'y a aucun moyen, je veux dire, qui s'oppose à l'autre. Au contraire, ce qu'on constate, le seul perdant dans l'affaire, c'est l'automobile. Hein. Moi, je n'ai rien contre l'automobile, hein, mais ça a été vraiment le perdant de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de Parisiens qui ont décidé d'avoir une voiture en habitant Paris, avec Vélib. Mais ça a augmenté fortement la fréquentation de la RATP. Donc, ça a été du gagnant-gagnant. Jean-Paul Viguier, sur cette question des nouveaux modes de transport, des transports alternatifs, de transport à la demande, d'une mobilité qui reste à imaginer et pas simplement à intensifier sur les moyens existants? Oui, moi je crois que l'urbaniste jette un regard assez structurant sur cette question, c'est-à-dire qu'il se pose la question à la fois de savoir comment les transports rendent le service dont Pierre Mongin vient de parler aux quartiers existants, aux villes existantes, comment on peut les améliorer, comment on peut les faire évoluer, on vient d'en parler, par des modes de transport alternatifs, par des complémentarités, puisqu'aujourd'hui on peut être dans la même journée piéton le matin, cycliste à midi, on peut utiliser un autobus l'après-midi, rentrer chez soi au métro le soir en laissant la voiture, au contraire prendre la voiture le week-end, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les urbains, que nous sommes tous, et que nous serons tous de plus en plus, utilisent différents modes de transport dans la même journée. Et ces utilisations ne doivent pas être conflictuelles les unes par rapport aux autres. On doit vivre dans un monde apaisé par rapport à ces différents usages. Il ne s'agit pas de stigmatiser la voiture contre le vélo, ou le vélo contre le bus, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que ça fait partie du plaisir de vivre en ville et de la facilité d'y vivre que de pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre, selon ce que l'on fait, selon le temps qu'il fait, selon ce que l'on a à faire, etc. Donc tout ça, je pense, doit être parfaitement vu et apaisé. Donc ça, c'est un premier regard, comment servir la ville qui existe le mieux possible avec des idées modernes par rapport à ça. Y compris, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant les technologies de l'information. Vous voyez, par exemple, je voulais vous citer ça tout à l'heure, aujourd'hui, on utilise beaucoup les services de fabrication d'images 3D, beaucoup de sociétés utilisent ça, les architectes utilisent ça tout le temps. Un des endroits en France les plus connus pour la fabrication d'images 3D et que toutes les entreprises françaises utilisent est installé à Périgueux, dans le Périgord, c'est-à-dire probablement dans l'endroit le plus inaccessible de France. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller à Périgueux, mais c'est quasiment impossible. Donc, c'est là où se situe l'endroit le plus célèbre pour fournir des images 3D à toute la France. Donc ça veut dire que les circuits que ces images utilisent pour aller d'un endroit à l'autre ne sont pas les routes, ne sont pas les trains, ne sont pas les métros, ce sont des circuits nouveaux reliés au développement des technologies de la communication. Et l'autre aspect, en dehors de ce service aux populations existantes, c'est comment, et ça je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup l'urbaniste que je suis, c'est quel est le lien
qui s'établit entre le développement des transports et des réseaux, notamment des nouveaux réseaux, et l'urbanisation des territoires. C'est-à-dire comment fait-on dialoguer, comment fait-on travailler ensemble pour créer des meilleures conditions de vie, puisque c'est le thème de cette conférence, entre le transport et l'urbanisation des territoires. Et là aussi, tout à l'heure, vous avez posé la question des ruptures. Il y a véritablement une rupture. C'est-à-dire que, vous voyez, je travaille à Nanterre, par exemple, en ce moment, sur la création de nouveaux quartiers. C'est pathétique. C'est-à-dire cette ville de Nanterre, depuis les années 60, a été tracée par les ingénieurs des ponts et chaussées qui se sont foutus de la ville et qui ont tracé des autoroutes, des routes, des voies de chemin de fer partout dans la ville, en créant un territoire morcelé dans lequel on ne peut plus rien faire, où chaque fois qu'on veut faire un quartier qui communique avec un autre, ça coûte une fortune de passer en dessus, en dessous, créer des tunnels. Donc ils ont créé des conditions de développement de la ville quasiment impossibles, et en tout cas très coûteuses à réparer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on ne veut plus. C'est-à-dire que on ne veut pas que les transports ou les tracés des infrastructures se développent d'un côté avec des logiques d'économie et des logiques de technologie indépendantes de celles de la fabrication de la ville proprement dite. Et c'est ça la vraie rupture qui se produit aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, de ce point de vue, les villes sont très différentes, parce que Pierre Mongin en a cité quelques-unes. Vous voyez, par exemple, quand on regarde ces villes et qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui fait la différence entre les réseaux de la communication et la vitesse de l'information, on peut dire, par exemple, Paris a échoué à intégrer ses banlieues. C'est clair, on le voit. Quand vous interrogez n'importe quel étranger, il vous parle tout le temps de ça sur la Paris. Alors Paris, nous, on se félicite du succès de Paris Intramuros, de la vie nocturne, de l'activité de la ville. Un étranger vous dit Paris a échoué à intégrer ses banlieues, c'est clair, quoi. Pas Lyon, par exemple. Paris, oui. Voilà. On vous dit New York, c'est embourgeoisé. Aujourd'hui, pour arriver à faire un projet dans New York, là, je suis en train de m'exprimer en faire un, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est-à-dire que la ville de New York, aujourd'hui, chaque fois que vous proposez un projet, alors que ça a été une ville du mouvement, une ville du cosmopolitisme absolu, c'est embourgeoisé, et les New-Yorkais commencent à penser que la vie de demain dans New York sera moins bonne que la vie d'aujourd'hui, et que par conséquent, tout nouveau projet doit être combattu. Et vous voyez, par exemple, on perd des étages sur les tours, les projets sont refusés. Ce mouvement qui embrassait cette ville, aujourd'hui, s'est furieusement ralenti pour aujourd'hui manifester une forme de scepticisme de la population sur la transformation de la ville. On dit, par exemple, Berlin est bon marché et bohème. On dit, c'est fameux pauvre but sexy. Donc Berlin est une ville géniale, fauchée complètement, mais c'est une ville géniale, voilà. Et c'est une ville qui, du fait de l'existence du mur jusqu'à une époque récente, avait empêché le développement d'une banlieue, puisque le mur empêchait cette ville de s'étendre. Et aujourd'hui, cette banlieue est un véritable trésor, parce que c'est une nature. Je pense qu'on parlera de la durabilité tout à l'heure, et de la manière dont les villes aujourd'hui font face aux défis nouveaux sur les questions d'environnement et d'économie, d'énergie et toutes ces questions. Et donc Berlin, de ce point de vue, est une ville dans laquelle la nature est présente partout, etc. C'est-à-dire que chaque ville aujourd'hui cultive une forme de culture particulière, analyse ses échecs, et que les populations ne veulent plus de solutions toutes faites. C'est-à-dire les grandes théories urbaines. Par exemple, M. Mongin a parlé de la stigmatisation de la voiture. On ne peut plus accepter de stigmatiser la voiture. La voiture est un élément de transport comme les autres, quoi. L'urbanisme d'infrastructure est un urbanisme détestable qui a créé des catastrophes que l'on mettra des siècles à réparer. Voilà. On vit dans un tracé radioconcentrique dans ce pays, en particulier dans la région parisienne. Imaginez à l'époque napoléonienne, c'est-à-dire entre 1802 et 1810, il faut quand même le savoir, que ça fait plus de 2 siècles qu'on vit dans le radioconcentrisme. Bon. Heureusement que les chemins de fer de la fin du 19e siècle ont cassé ce système, mais ils se sont d'une certaine manière aussi appuyés sur ce radioconcentrisme. Voilà. On va peut-être prendre une deuxième question de notre panel d'étudiants avant de passer la parole à la salle. Je ne sais pas si vous avez une question peut-être justement sur ces questions de durabilité et de développement plus soutenable des villes. Bonjour, alors moi je m'appelle Michael Gonzova, je suis comme ma camarade Héloïse, étudiant à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Et ma question justement s'adresse à Pierre Mongin concernant la durabilité de la ville de demain. Personne ne conteste plus ce fait aujourd'hui que la ville de demain sera durable. Donc ma question est réellement quels sont les engagements de la RATP en faveur de l'environnement et de la qualité de son service à l'horizon 2010, enfin vous parliez 2020, pardon. Vous parliez du niveau de pollution à Casablanca, vous parliez de la qualité de l'air à Paris.
le réchauffement climatique et ses effets sont une réalité dans nos vies. Et bien que le fait d'utiliser le métro et les bus aident à réduire la pollution occasionnée par le transport, quelles autres actions fera la RATP pour continuer la réduction de la pollution ? Merci. Moi, j'ai le sentiment qu'à travers votre question, vous posez la question plus large, au fond, de ce qu'on appelle la ville durable ou de la ville soutenable, qui est un préalable pour la ville agréable et jouissive dont parlait Jean-Paul Viguier. C'est un prérequis, c'est quelque chose qu'il nous faut déjà construire. Si on peut faire mieux, grâce à l'architecture, grâce au projet, grâce à la culture, grâce à l'animation de la ville, grâce à sa mixité réelle et non pas une mixité théorique avec des ségrégations insidieuses qui se recréent, etc. Tout ça, c'est un plus, mais qui doit être sur un socle qui est une ville juste vivable et durablement vivable. Je pense que il y a beaucoup de responsabilités partagées sur ce sujet. Si on prend l'exemple de la mobilité épuisante d'un certain nombre de nos concitoyens franciliens qui font... J'étais cette semaine à Londres, je parlais avec nos salariés de transport, nos bus de Londres. Les cadres me disaient qu'ils faisaient 3 heures de trajet par jour, des cadres, pour venir travailler au dépôt que je suis allé visiter à Londres. Bon. Je ne suis pas sûr qu'à Paris, on en soit là, heureusement. Enfin, il y a quand même des temps de trajet qui sont extrêmement pesants. Quand on voit ce que ça prend dans la vie de quelqu'un, c'est trop, c'est trop. Donc la première réponse à cette ville durable, c'est de limiter les temps de déplacement. Le transporteur a une responsabilité énorme. Je vous ai dit, on essaye par exemple de passer plus de trains à l'heure de pointe, c'est-à-dire de rendre moins dissuasif, à cause de la compression dans nos trains, le trajet en transport public. Donc, de faciliter la vie de gens qui sont en galère complète sur l'automobile. Je ne stigmatise pas l'automobile, mais il y a actuellement une proportion en Île-de-France de déplacement automobile qui est très supérieure à ce qui se passe dans beaucoup de grandes villes d'Europe, à Rome ou à Londres. On est aujourd'hui dans un système dans lequel le transport public reste très minoritaire dans le déplacement des Franciliens par rapport à d'autres grandes villes d'Europe. Donc le transporteur ou les transporteurs, les autorités qui les dirigent et qui les financent ont cette première responsabilité. N'esquivons pas nos responsabilités. Mais il y a bien d'autres responsabilités. Lorsqu'on a conçu des systèmes qui ont abouti, soit par la loi du marché, soit par une planification de gestionnaire d'infrastructures, pour reprendre l'expression qui me plaît bien de Jean-Paul Viguier, des logements à l'Est, de plus en plus de logements à l'Est, de plus en plus loin à l'Est, en Seine-et-Marne, et en même temps, de plus en plus de boulot à l'Ouest, on a créé le désordre au départ. Ça, ce n'est pas la RATP qui est responsable d'avoir aujourd'hui la ligne la plus dense du monde, 1 million de voyageurs par jour sur la ligne A. Vous imaginez qu'en ayant des trains au maximum toutes les 2 minutes d'intervalle le matin, transportant ce million de personnes dans la journée, le moindre incident crée un chaos complet pour des centaines de milliers de gens. Bon, on en est tout parfaitement conscient, on en est totalement responsable, mais enfin quand même, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une distribution un peu différente des populations et des emplois sur la région francilienne ? Donc c'est une responsabilité très partagée. Pour que cette ville soit vivable, il n'y a pas que le temps de trajet. Il y a aussi la qualité, la santé, la qualité de l'air, les conditions également d'émissions de gaz à effet de serre de cette ville-là. Est-ce que vous envisagez par exemple de faire rouler vos bus à des carburants alternatifs ? Bien entendu. On travaille beaucoup sur ces questions. La RATP, déléguée à l'innovation, est d'ailleurs dans la salle, elle est à côté de moi, c'est elle qui travaille sur ces sujets,
brillant ingénieur. Et nous avons en réalité beaucoup d'avance, je dirais, en termes d'innovation sur la compréhension de ces questions, soit de recours à des énergies alternatives aux énergies fossiles, je vous demande pardon, soit des énergies alternatives aux énergies fossiles, soit au contraire une utilisation plus économe globale de l'énergie. Un exemple. On a découvert, ce n'est pas la RATP qui l'a inventé, ce sont des physiciens, vous le savez, il y a très très longtemps, que nous avons la possibilité de récupérer l'énergie du freinage. Quand on freine, on crée de l'énergie. Cette énergie est gaspillée. Se traduit par un échauffement de l'atmosphère qui est d'ailleurs pas très agréable dans les métros l'été. Bon. Aujourd'hui, on récupère de plus en plus cette énergie de freinage. C'est une énergie potentielle pour la ville énorme, parce que dans la ville, on freine tout le temps, y compris pour les voitures. Cette énergie est gaspillée. Nous, on la récupère. On a fait baisser la consommation électrique des métros de 30% grâce à ça. En optimisant la gestion d'une ligne, comme la ligne 14, ligne automatique, entièrement automatique, on baisse la consommation d'énergie électrique de 18% par rapport à une ligne gérée par des hommes. L'optimisation au millimètre des vitesses qui correspondent au temps d'optimisation de la vitesse pour le voyageur par rapport au temps d'arrêt dans les stations, permis par des automatismes avec plus de sensibilité que par des conducteurs, en réalité permet d'économiser encore 18% de l'énergie électrique. Et on travaille comme ça. Les bus, nous sommes en train d'introduire deux technologies. D'une part, les biocarburants. Alors les biocarburants, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'il ne faut pas détruire nos terres agricoles, et la crise alimentaire qu'on est en train de connaître démontre que c'est une intuition juste. Par contre, vous avez des biocarburants de deuxième génération qui récupèrent notamment tous les déchets forestiers, sur lesquels on travaille avec le CEA, qui produisent tout à fait de quoi faire fonctionner nos bus. Donc on a une grosse collaboration avec le CEA actuellement, qui va aboutir sur la deuxième génération de biocarburants, à transformer progressivement l'énergie fossile en une énergie recyclée des forêts. Nous avons également les biocarburants de la troisième génération sur lesquels on travaille, c'est-à-dire la production d'algues avec simplement le solaire. Mais le solaire, au lieu de transformer par des plaques qu'on achète en Chine en courant électrique, on le transforme en algues qui poussent dans des systèmes de serre pour pouvoir produire ensuite des biocarburants de la troisième génération qui valent bien le pétrole. Donc on travaille énormément avec beaucoup de collaborations, on n'est pas seul là-dessus, beaucoup de partenariats sur ces sujets de la ville durable. Je vais me tourner vers Jean-Paul Viguier qui nous donne un petit peu sa vision aussi en dehors du transport. Les débats en ce moment sont énormes sur ces questions d'aménagement durable. Il n'y a plus un projet d'urbanisme qui ne se revendique pas aujourd'hui durable, vert, écolo, écoquartier d'une manière ou d'une autre, et avec en même temps des tas de débats sur est-ce que finalement toutes ces normes qui font des bâtiments thermos où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, ça va vraiment être plus vivable, même si ça fait économiser de l'énergie, etc. C'est quoi votre vision à vous d'une ville plus soutenable? Durable, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Paris a prouvé qu'elle était durable, même si ces bâtiments étaient des passoires énergétiques. Comment vous voyez ça, la ville durable et la ville vivable? Je pense qu'il y a... Là aussi, il faut regarder... Bon, le transport est un des paramètres essentiels de cette question de la durabilité, effectivement, puisque c'est un grand consommateur d'énergie et que les logiques de transport qui deviennent rationnelles, évidemment, permettent immédiatement d'économiser de l'énergie et d'inscrire le transport dans une politique de durabilité. Mais dans l'architecture et dans l'urbanisme, effectivement, on atteint des échelles très considérables. Il y a d'abord le déjà fait, c'est-à-dire que la durabilité du bâtiment est une question qui se pose à nous depuis une dizaine d'années, et les ingénieurs, les architectes, les maîtres d'ouvrage, tous ceux qui bâtissent se sont plongés dans ces questions. Et aujourd'hui, on a fait énormément de progrès. On partait de bâtiments il y a 10 ans ou 15 ans qui consommaient jusqu'à 300 ou 400 kW par mètre carré par an. Aujourd'hui, je viens de livrer un bâtiment à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est à 40 kW par mètre carré par an. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a divisé par 10 la facture énergétique d'un bâtiment. Dans un bâtiment, on n'utilise pratiquement plus, un bâtiment en lieu de travail, par exemple, on n'utilise pratiquement plus de chauffage. Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments qui, par les simples régulations naturelles du climat, en particulier en France, par les régulations du climat, du comportement des personnes, des différentes machines, permettent de chauffer un bâtiment sans appoint thermique supplémentaire. Donc aujourd'hui, de ce point de vue,
du point de vue des matériaux utilisables, matériaux recyclables, du point de vue de la gestion des chantiers, du point de vue du fonctionnement du bâtiment dans le temps, du point de vue de tout ce qu'on en utilise, que ce soit du verre, du béton, de l'acier, de l'aluminium, etc. On a remis toutes ces questions en mouvement dans l'optique de les rendre plus rationnelles et de consommer moins d'énergie. Donc je dirais là-dedans, on a déjà fait beaucoup de progrès, on continue à en faire tous les jours, de nouvelles inventions. C'est dommage que le maire de Fribourg ne soit pas là, parce qu'il nous aurait parlé aussi des expériences extraordinaires qu'ils ont faites à Fribourg, de ce point de vue. Mais tout le monde travaille sur le sujet, avec des résultats impressionnants et très intéressants. Et ces résultats, d'ailleurs, butent à un certain moment sur les limites de la technologie et celles du comportement des personnes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne sait plus faire moins de consommation ou de dépenses d'énergie, et c'est le comportement des personnes elles-mêmes qui fait la suite. C'est-à-dire que si vous avez travaillé à économiser de l'énergie et qu'une personne vive avec les fenêtres ouvertes en plein hiver, par exemple, c'est sûr qu'il faudra chauffer. Voilà. Donc ça, cette question, je dirais, est en cours, on en parle, de nombreux travaux sont lancés sur ce sujet. Mais le sujet, à mon avis, le plus à défricher est celui de l'occupation du territoire. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'intensité, de densité, c'est-à-dire que les gisements les plus importants d'économie et de durabilité, maintenant, se trouve dans la manière dont la ville est organisée, et moins dans la manière dont la ville est bâtie. Consommer moins de territoire naturel, par exemple. Voilà, donc préserver les territoires naturels, utiliser différentes fonctions de la ville pour plusieurs usages. Par exemple, on a construit, vous voyez, à La Défense, on a parlé tout à l'heure, des parkings par milliers qui sont vides en longueur de journée. Donc aujourd'hui, quand on construit tous ces parkings, ils sont utilisés dans la journée par les gens qui sont dans les bureaux, le soir par les gens qui rentrent chez eux, le week-end par les gens qui vont faire des courses, le soir par des gens qui vont au spectacle, etc. C'est-à-dire que l'on essaie que l'ensemble des fonctions urbaines qui sont mises en place dans les territoires denses soient, comme nous employons ce vilain mot de foisonner, c'est-à-dire que ces fonctions soient utilisées par différents utilisateurs à différents moments de la journée ou de l'année. La même chose pour les déplacements, c'est-à-dire que nous cherchons à faire que une personne qui, dans son schéma de vie quotidien, lorsqu'elle a à partir le matin, elle accompagne ses enfants à l'école soit à proximité, elle n'est pas à prendre le moyen de transport pour y aller, qu'ensuite elle se rende à son travail le plus vite possible, qu'ensuite elle puisse faire des courses, qu'ensuite elle puisse, etc. C'est-à-dire que la manière dont la ville est organisée aujourd'hui constitue probablement le plus grand gisement d'économie par rapport à ce que nous pouvons attendre des questions de durabilité. On va peut-être se tourner vers la salle pour prendre quelques questions. Donc je vous demande bien sûr d'appuyer sur le bouton rouge pour que tout le monde vous entende et puis de vous présenter si vous voulez bien avant de poser votre question. Monsieur au deuxième rang. Jean-Loup Sicard, architecte urbaniste. Vous avez parlé de rupture, mais en fait on observe le développement constant, persistant des lotissements résidentiels en Seine-et-Marne, le regroupement constant, persistant des bureaux dans certains pôles tertiaires. Donc il y a une routine, une inertie qui est très forte. On continue à concevoir le bâtiment, bâtiment par bâtiment, sans se préoccuper de la forme urbaine d'ensemble. Donc ce qui ne permet pas de gérer, d'obtenir des quartiers mixtes à l'échelle du piéton, ni de gérer d'intégrer l'énergie solaire comme on pourrait le faire. Et alors c'est pour ça que j'ai fondé le Sustainable City Project. Nous avons un site, Sustainable City Project, avec une étude sur la forme urbaine. C'est-à-dire on propose de passer à l'étape suivante, c'est de ne plus considérer dans un premier temps les bâtiments isolément par fonction, bâtiments résidentiels, bâtiments bureaux ou équipements, mais on considère des structures hybrides qui combinent toutes les fonctions sur les mêmes quartiers pour arriver à obtenir justement ce dont M. Jaudry parlait, M. Viguier, excusez-moi, parlait à l'instant, c'est-à-dire d'avoir l'utilisation constante des espaces. Et la rue, c'est la rue qui doit être vivante à tous les moments, donc un retour vers la rue. Et donc aussi tourner la ville vers le soleil. Poser une question, s'il vous plaît, parce que... Oui, alors la question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, il est temps de passer
à l'étape de la forme urbaine, c'est-à-dire réfléchir à la forme urbaine. Ça serait tout à fait nouveau. C'est ce que nous proposons à Sustainable City Project, c'est de considérer d'abord la forme urbaine et qu'ensuite la on va laisser nos interlocuteurs répondre si vous voulez bien. Dans un deuxième temps. La forme urbaine, est-ce que vous avez l'impression qu'on néglige encore aujourd'hui trop la forme urbaine dans les projets d'aménagement ? Je crois que la question est tout à fait juste, c'est-à-dire que la posture aussi sur l'utilisation multiple, ou plutôt comment dire, la porosité des frontières traditionnelles entre les types de différentes constructions, c'est-à-dire le lieu de travail, l'habitat, les équipements. C'est-à-dire nous sommes habitués à faire des catégories et de les localiser aussi dans des parties de la ville qui correspondent chaque fois. Donc je crois qu'aujourd'hui on vit dans une époque où tous ces mouvements sont mis en question, où les choses sont les unes dans les autres. C'est ce que j'ai dit tout à fait au début. Je crois qu'on a peu d'exemples dans le monde de réussite de ce point de vue, c'est-à-dire ce sont des idées qui sont considérées encore comme dans le monde de l'utopie pour la plupart, et elles s'accompagnent d'une très forte résistance des populations. C'est-à-dire que là, il faut voir que toutes ces questions dont nous parlons aujourd'hui, des mutations de la ville, des changements, sont des processus qui sont lents, qui se font avec difficulté, qui se font dans un scepticisme général, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de conviction, beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique. Il faut démontrer que ça peut être une réussite, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter pour démontrer que certains endroits ont réussi, puisque aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, là, je pense que la posture générale de la population, c'est de penser que toute mutation nouvelle dans la ville créera des conditions de détérioration de la vie urbaine. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, et en particulier dans ce pays ici, nous avons eu très peu de confiance parce que nous avons été peu habitués à penser par nous-mêmes. C'est-à-dire que souvent, ce sont d'autres qui ont pensé pour nous, qui ont proposé des schémas tout faits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, la population en général reste très sceptique sur les solutions modernes qui lui sont proposées. Et quand on regarde dans le monde, dans le sens que vous dites, il y a peu de quartiers qu'on peut citer. Vous voyez, moi je pensais en vous écoutant à Namba, par exemple, qui est ce quartier que filme toujours Ridley Scott. Je ne sais pas si vous êtes amateur des films de Ridley Scott, mais il les filme toujours dans cette rue de Namba à Osaka, où les fonctions urbaines sont totalement mélangées. C'est-à-dire dans cette rue, les immeubles sont alignés sur les deux côtés, et vous avez une boutique au 3e étage, puis des logements au 2e, vous passez dans un bureau qui est au 5e étage de l'immeuble suivant, vous allez d'un immeuble à l'autre sans vous rendre compte que vous allez d'un immeuble à l'autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctions urbaines, alors c'est vécu comme une expérience, mais ça préfigure d'une certaine manière ce que la ville de demain, d'une certaine manière, pourrait être, c'est-à-dire un endroit dans lequel les catégories de bâtiments qui sont en fonction d'idées reçues, de traditions, aussi les architectes, les urbanistes ne bâtissent pas des bâtiments seuls, ils sont financés par des promoteurs, des groupes de financement. Et ces groupes de financement, aujourd'hui, quand vous leur dites, par exemple, que vous allez faire un immeuble mixte dans lequel vous mettrez des logements, un hôtel, des bureaux et des commerces, par exemple, c'est un refus catégorique, et en particulier ici dans ce pays, puisque les structures mixtes et les copropriétés sont détestées des investisseurs. Et donc, pour arriver à faire évoluer les mentalités dans ce domaine, il faut démontrer que c'est possible, démontrer que c'est profitable à tout le monde, et à eux en particulier. Et vous voyez, par exemple, je fais un quartier à Metz actuellement, qui s'appelle le quartier de l'amphithéâtre en face du centre Georges Pompidou, où nous mélangeons des commerces, des parkings, des logements, des bureaux, des équipements dans un quartier intégré. Nous le faisons parce que les conditions ont été propices pour le faire. Le centre Georges Pompidou a donné un élan à ce quartier irrésistible vers le développement. La ville de Metz, grâce à son pouvoir politique et grâce à la vision du maire, a accompagné fortement ce projet en lui donnant un sens dans la population. Les systèmes de concertation avec la population sont en place pour que cela se fasse d'une façon apaisée et concertée. Donc nous arrivons à le faire. Les investisseurs ont accepté de le faire puisque nous avons donné une valeur très grande à ce terrain grâce au musée Pompidou qui s'est installé à côté. Donc il y a un ensemble de conditions très exceptionnelles qui se reproduisent rarement, qui ont permis à cette expérience probablement d'aboutir, et elle sera très utile dans le futur, puisque ce que vous venez d'exprimer, par exemple, il faut pouvoir montrer des réussites pour pouvoir construire. Vous avez donc une grosse responsabilité de démontrer la réussite de ce modèle. Pierre Mongin. Je pense que dans ce que nous dit... Cette fois, vous l'avez achevé. On va essayer de parler. Alors, dans ce que nous dit Jean-Paul Viguier, il y a là, à mon avis, vraiment la piste de cette ville qu'on souhaite.
cette ville fluide qui correspond aux besoins, notamment des jeunes urbains, où on trouve tout dans un espace intégré et compact. Ce mot de dense, d'ailleurs, comme ça a été dit tout à l'heure, est un mot qui fait peur parce que ça fait penser aux grands ensembles denses, qui n'étaient pas d'ailleurs en termes de densité géographique très forts des années 70. Donc c'est un effet repoussoir. Ce mot est un mauvais mot. Il faut parler d'une ville ramassée, d'une ville compacte, d'une ville intégrée, dernier mot qui a été employé par M. Viguier. Et au fond, pour aller vite, parce qu'on est dans la routine, on est dans les mouvements lents, on est dans l'inertie, comme vous l'avez dit, monsieur. Pour aller vite, il faut créer des opportunités qui bouleversent le schéma de cette routine. Nous pensons qu'avec le Grand Paris, on a une opportunité formidable. Et je vais vous dire laquelle. On a réfléchi à l'RATP en faisant appel à des architectes. Vous voyez, c'est pas original. 3 cabinets d'architectes, un à Londres, un en Espagne, un à Paris, peu importe, ils ont été choisis pour une petite sélection, à ce que serait la station demain du Grand Paris. Nous pensons que la station de métro du Grand Paris demain, en banlieue, ne ressemblera pas du tout à ce qu'elle a été dans la conception parisienne du XXe siècle. Et qu'au contraire, ce sera un lieu complètement construit, et non pas un lieu isolé au milieu d'un square, un lieu complètement construit dans lequel vont se superposer toutes sortes de services et de fonctions que les gens demandent. D'abord des services de la vie quotidienne, les pressings, la possibilité de retirer des colis qu'on aura commandés par Internet et le e-commerce, un bureau de poste, des activités sportives, des lieux de détente, des cinémas, tous les services, mais également les hôtels, la possibilité d'avoir des commerces et des galeries commerciales qui soient humaines et tout à fait adaptées aux besoins d'un commerce, y compris quotidien en matière alimentaire, des lieux de restauration, etc. Cette station-là donne une opportunité formidable, c'est un levier pour changer la ville. Pourquoi? Parce que la valorisation de l'espace foncier lié à l'arrivée du métro est considérable. Et donc ça crée en réalité un potentiel économique qu'il ne faut pas laisser accaparer par uniquement quelques promoteurs qui en feraient leur miel, mais qu'il faut partager avec la collectivité. C'est tout l'esprit de la loi sur le Grand Paris, avec les contrats qui impliquent les collectivités locales, pour pouvoir créer, cette fois-ci économiquement, cette opportunité de reconstruire la ville sur elle-même, autour des gares. Au sens autour des gares, comme ça a été fait à Tokyo. Je pense vraiment que l'exemple de Tokyo est absolument fabuleux pour nous, comme le dit Jean-Paul Viguier. Et donc, ça ira plus vite grâce à ça, parce qu'il y aura une opportunité économique de faire déclencher les choses. Ça ira beaucoup plus vite qu'un phénomène spontané lent ou planificateur qui prendrait 50 ans. Le temps risque de nous manquer. Je vais prendre peut-être une question de madame. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Non, réappuyer. Voilà, Ça super. y est. N'y a-t-il pas, je voudrais poser la question là, à monsieur l'urbaniste, n'y a-t-il pas une contradiction entre ce que vous planifiez dans les 10 ou pour les 10-15 prochaines années et ces phénomènes naturels qui nous arrivent toujours inédits, toujours plus forts et différents depuis 2000, les tempêtes, les inondations, tout ce qu'on dirait qui est imprévisible, on a du mal à prévoir. Est-ce que vous intégrez ça dans vos futures constructions? Est-ce qu'il est possible de penser à cela? Parce qu'il y a des répercussions, évidemment, quand on est dans une ville, nous sommes nombreux. Et loin de penser à Tokyo, nous pouvons penser au moins aux inondations et aux tempêtes. Ce qui peut arriver à n'importe quelle grande ville côtière ou même intérieure. Voilà, j'aimerais savoir comment l'urbanisme pense cela. Car je pense qu'il faut y penser. Et il y a aussi l'histoire des grands flux migratoires. Voilà. Est-ce que vous pensez à ces phénomènes sociaux et naturels qui risquent de se passer de plus en plus, je pense, et auxquels il va falloir remédier ou tout au moins intégrer dans cette organisation de ville? Merci beaucoup, Jean-Paul Viguier.
Oui, bien sûr, nous y pensons. D'ailleurs, nous y pensons tellement que maintenant c'est inscrit dans la réglementation française. Donc, c'est-à-dire que nous y pensons, mais nous ne pouvons pas y échapper, même si nous le souhaitions. C'est-à-dire que là, les grands phénomènes de catastrophes naturelles sont inscrits dans la façon de construire les bâtiments et de les concevoir surtout. Vous voyez, par exemple, pour ce qui est des tremblements de terre, la France est divisée en régions et nous avons à prendre des précautions sur des niveaux sont fixés par rapport à l'échelle de Richter et nous avons, chaque fois que nous construisons un bâtiment, à tenir compte du classement du bâtiment ou de la région dans cette échelle de Richter, sachant qu'en France, vous le savez, nous avons une grande faille qui traverse la France de part en part et qui passe le long du Rhône jusqu'à Nice, et que là, on a une faille de rupture. Chaque fois qu'on construit, en particulier dans cette région, on est classé à autour de 6, 6,5 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire que nous construisons des bâtiments qui sont capables de résister en cas de tremblement de terre. Bon, c'est la même chose pour les risques d'inondation. Nous avons maintenant à peu près couvert l'ensemble du territoire français sur ce que nous appelons les PPRI, qui sont les plans de risque d'inondation, c'est-à-dire que nous construisons des bâtiments qui doivent s'élever et être localisés et conçus de telle sorte que lorsqu'une inondation survient, elle ne met pas en péril, en principe, la vie des personnes, ce qui n'a pas été le cas, comme vous l'avez vu au bord de la mer, mais il faut dire aussi que quelquefois, il y a des maires qui laissent construire, pour des raisons de clientélisme, des terrains où il ne devrait pas y avoir de construction, et ça arrive malheureusement, on l'a vu, et au détriment des populations. Bon, donc, mais nous faisons très attention à ça. Vous voyez, je construis par exemple un centre de recherche sur le cancer à Toulouse, par exemple, à l'endroit où la catastrophe d'AZF est survenue, et ce site est transformé en centre de recherche sur le cancer, maintenant sur les 300 hectares de ce territoire, et nous sommes là soumis à des principes de précaution sur les inondations qui font que les sous-sols sont interdits, nous montons tous les bâtiments sur pilotis pour laisser passer l'eau en cas de crue de la Garonne, etc. C'est-à-dire que ces risques sont pris en compte, y compris ceux des tempêtes, puisque sur les projets, pas sur tous malheureusement, et c'est probablement un des endroits où nous sommes le plus faibles de ce point de vue, nous avons des essais en soufflerie maintenant sur la plupart des projets, mais il faut que le projet représente une certaine taille pour qu'il soit soumis à des essais en soufflerie. Par exemple, quand je fais un projet à la Défense, nous simulons l'ensemble du quartier dans des souffleries appropriées. Il y en a une à Nantes, ici, qui est française, qui est une des plus connues du monde au CSTB. Il y en a une au Canada aussi, où nous allons souvent. Et donc, nous simulons les quartiers et nous les soumettons à toutes sortes de méchancetés en matière de vent, de tempête, de pluie, pour voir comment ils se comportent. Évidemment, nous modifions ensuite le quartier en fonction de cela. Voilà. Sur les grands phénomènes migratoires, je pense que la question est un peu différente. Je ne sais pas si vous avez vraiment... Mais moi, je pense que la première réponse par rapport à ces flux migratoires qui sont essentiellement des flux migratoires économiques, c'est que les villes soient durables et soutenables dans ces pays émergents, qu'ils trouvent leur propre capacité d'autonomie et de développement, qu'ils aient une vie vivable chez eux. C'est d'abord ce qu'ils demandent. Et donc, tous les sujets qu'on traite sont des sujets totalement transposables dans le cas des pays émergents. On va prendre une dernière question, peut-être. Enfin, je ne sais pas si les organisateurs nous autorisent un léger dépassement, mais 5 minutes, d'accord. Monsieur derrière avait levé la main assez... Oui, vous. Ma satisfaction pour monsieur Pierre Mongin, puisque au sujet d'une conférence qui avait eu lieu ici, j'avais fait remarquer un petit problème, en dehors de la conférence, juste après la conférence, d'un problème où il y avait des journaux gratuits qui étaient posés dans les escaliers de la RATP. Monsieur Pierre Mongin m'avait dit, mais il faut passer tout simplement par les responsables de ligne, et j'avais fait part que j'avais déjà prévenu les responsables de ligne et obtenir aucune satisfaction. Après avoir donc fait ma remarque, je pense que vous êtes intervenu puisque 3 semaines après a disparu cette distribution de journées est-ce que vous avez une question, qui monsieur était dans les escaliers. Voilà. Je pourrais faire plutôt une observation. Courte alors, très courte. Que ça coûte, si vous voulez, les investissements. Vous avez parlé d'1 milliard par an pendant 5 ans. Si on veut penser qu'il y a vous avez parlé de 3 milliards de déplacements par an, sur 30 ans, ça en fait 90 milliards. Et moi, j'arrive que l'investissement qui va être
va coûter par personne moins de 15 secondes de valeur de travail par jour et par personne. Donc, est-ce qu'une personne veut plus d'investissement pour permettre de se déplacer donc, et rentrer plus tôt chez elle? Et quand il est certain que le temps moyen de déplacement est aux alentours supérieurs à 1 heure par jour, les 17 secondes sont quelque chose de complètement... Je ne sais pas si vous validez ce calcul de tête. Sur l'avenir. Non, pas tout de suite. Ok. Donc il n'y a pas un coût d'impôt. Il y a un coût d'impôt, mais qui rapporte énormément. Je pense que Pierre Mongin sera d'accord avec l'esprit de votre remarque, Voilà. Que l'investissement vaut la peine. Est-ce qu'il y a une question qu'on pourrait prendre? Madame là-bas? Oui, allez-y. Alors, oui, effectivement, c'est une question. Esrata Terracité, on est promoteur en écohabitat, donc Monsieur Viguier, des promoteurs s'intéressent à l'écohabitat et aux différents usages. Ma question porte plutôt sur la planification. Vous avez dit, Monsieur Mongin, que la planification n'était pas adaptée au mode de vie actuel. Ma question est, vu la rapidité avec laquelle nos modes de vie et d'usage évoluent, est-ce qu'on est voué à avoir des villes qui ne sont pas adaptées? Et vu le temps qu'il faut pour mettre en place les changements, même si visiblement on pensait que c'est très rapide, voilà, est-ce qu'on est voué à vivre dans des villes qui ne vont pas être adaptées aux habitants? Non, je crois absolument pas. Monsieur Mongin est ennemi des micros. Et je ne crois absolument pas qu'on soit voué à vivre éternellement dans des choses inadaptées. Et je crois que ça dépend, je vais vous dire, c'est une opinion purement personnelle. Ça dépend essentiellement de notre capacité à créer de la croissance sur un territoire donné. Je pense que quand on est dans un monde qui est un monde en croissance, qui est un monde dynamique, où il y a des jeunes qui créent des choses, des générations qui arrivent, qui veulent des changements et qui les obtiennent à la force du poignet, en travaillant et en créant de l'innovation, à ce moment-là, on peut changer l'environnement beaucoup plus vite. Si on est dans un monde qui s'embourgeoise, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Viguier à propos du centre de New York, eh ben, je crois qu'à ce moment-là, il ne se passe plus rien et on est dans un monde qui ne bouge plus. Moi, je suis extraordinairement frappé par le dynamisme, la force de la Seine-Saint-Denis. Quand on va dans ce territoire où il y a le pire et le meilleur, le pire par le plus de violence en France, il ne faut pas se le cacher, qui s'y trouve, et des situations tout à fait inacceptables d'insécurité, des quartiers qui sont encore des quartiers pauvres en relégation, mais qu'en même temps, on voit de la création d'entreprises, des jeunes entrepreneurs, cette force de la diversité qui amène quelque chose, on voit un territoire qui explose littéralement et qui change au point que SFR, comme l'a dit Jean-Paul Viguier, va s'y installer, comme beaucoup d'autres entreprises. Donc, si vous voulez, il faut être très confiant, il faut être très optimiste dans la capacité de la génération qui vient à changer cette ville, mais on ne la changera pas par des documents d'urbanisme. C'est ça que je dis. Moi, j'en ai fait toute ma vie, j'en ai contrôlé toute ma vie, j'ai fait des PPRI, j'ai fait... Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui change la ville. Ce qui va changer la ville, c'est la force de la croissance et de l'attractivité de nos territoires. Est-ce qu'on est un territoire branché sur le monde? Est-ce que l'Île-de-France est reliée au monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'enferme sur une vie plus ou moins confortable, plus ou moins facile, et qui ne cherche pas à être relié au monde? Première question. Est-ce qu'il y a des flux, justement, d'entrée et de sortie? Est-ce qu'on respire? Est-ce qu'on a des jeunes qui développent des choses? Voilà. Et pour que ce soit le cas, il faut juste que la vie soit soutenable, que la vie soit durable et qu'elle soit agréable. Et donc, la responsabilité des pouvoirs publics n'est plus de définir des plans, à mon avis, et des projets. Il n'y a qu'à voir le caractère très indicatif du schéma directeur de la région Île-de-France, qui n'a plus rien à voir avec celui des années 60, dans lequel on imposait des choses. Désormais, c'est un cadre très mou, très indicatif, dans lequel c'est finalement les lois du marché, il faut bien le dire, et la capacité de dynamisme des forces économiques et des forces d'attractivité d'un territoire qui doivent jouer. Jean-Paul Viguier, en conclusion, je vois que le représentant du marché apprécie. Non, c'est sur cette question de la vitesse et de l'adaptation de ce qu'on fait aux besoins. Est-ce qu'on est toujours en retard? Est-ce qu'on est condamné à être en avance, en retard? Comment fait-on? Comment
construit-on la ville pour qu'elle corresponde à un moment donné, qu'il y ait adéquation entre ce qu'on fait et les besoins de la population, la satisfaction. Ça, c'est une question très, très difficile. Et quand on relie cette question de la planification au document, comme vient de le faire Pierre Mongin, j'avais envie de soumettre à votre réflexion, en guise de conclusion, ce petit sujet que je prends volontairement à l'étranger pour que personne ne se sente visé. Voilà. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'ai fait des études à Harvard, dans l'école d'architecture et d'urbanisme. Il y avait un cours très célèbre que les étudiants prenaient tous parce qu'ils étaient très intrigués par le sujet, qui s'appelait Land Use Without Zoning, c'est-à-dire que faire de l'urbanisme sans zoning. Et on prenait pour exemple le cas de la ville de Houston, puisque aux États-Unis, toutes les villes ont un plan d'urbanisme, comme ici, comme ça vient d'être rappelé, sauf Houston. Et Houston n'a aucun plan. C'est-à-dire que dans cette immense agglomération du sud des États-Unis, vous pouvez théoriquement faire ce que vous voulez, où vous voulez, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le plan d'urbanisme n'existe pas. Et donc c'était un sujet d'étude pour nous passionnant, parce que dans un environnement très planifié, il y avait brusquement une ville qui ne l'était pas. Et donc la question était de savoir qu'est-ce qu'il y avait de différent entre un environnement très planifié, où des tas de gens se sont penchés pendant longtemps pour la fabrication de plans, des gens très compétents, très intelligents, et puis au contraire une ville où il n'y avait pas de plan. Et donc on a analysé avec soin ce cas, et je ne voudrais pas caricaturer, mais c'est ça que je voudrais soumettre à votre réflexion. Nous arrivions très souvent à la conclusion qu'il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, voilà. Merci. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Et bonne continuation pour cette journée. Au revoir.